Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui, je sais que vous l'attendez tous avec impatience suite à ma dernière story Instagram, ma review du film F1. Mais d'abord, j'ai quelques petites choses à dire parce que vous savez ce qui a commencé ce lundi, Wemby. Et je parle pas de Wembanyama, mais de Wimbledon. Un départ assez, mitigé pour nos Français puisque Tsitsipas a abandonné au premier tour, donc Royer a pu passer. Bonzi a passé après avoir battu Medvedev. Caso a battu Manarino. Non, n'importe quoi. Caso et Manarino ont battu un nobody. Je me suis perdue. Également Paris, notre petite française, a battu un nobody aussi. Enfin, une nobody. Boisson, malheureusement, a dû faire les qualifications et n'a pas réussi à aller au-delà. Donc, dommage pour elle. Gracheva est aussi out. Et puis, Mpetshi Pericard. Alors, bon, dommage, il a perdu contre Fritz. Mais lors de ce match, il a battu le record du service le plus rapide à Wimbledon avec 246 km/h. C'est énorme, c'est énorme. Pour l'instant, c'est les seules infos que j'ai à vous donner parce que j'enregistre un peu en avance cet épisode. J'ai pris l'habitude d'enregistrer les épisodes le mercredi, mais c'est vrai que je pense que j'aurai pas le temps demain. Donc là, j'enregistre mardi. Mais il s'est passé plein d'autres choses puisqu'on a eu l'annonce que Coco Gauff et Carlos Alcaraz allaient se retrouver pour faire un double mixte pendant ce Wimbledon. Ce qui est un gros slay puisque ce sont les deux gagnants de Roland Garros. Et surtout, moi, je les adore tous les deux. Ils ont vraiment le smile sur le court. Et je pense qu'ils donnent de la bonne énergie dans les vestiaires pendant toute la tournée ATP. Et pour moi, c'est vraiment les mêmes personnes. Et je suis trop contente qu'ils se rencontrent parce que c'est vraiment les joueurs, ils ont des problèmes avec personne. Ils sont trop gentils. Ils donnent le smile. Ils sont contents sur le court de tennis. Vraiment, ils ont un tennis heureux, quoi. Et ça me fait plaisir. Du coup, je suis trop contente. Mais ça pose un peu problème parce que... Enfin, ça pose pas problème, mais du coup, c'est un peu marrant vu que Alcaraz a aussi prévu de faire un double mixte avec Emma Raducanu, mais à l'US Open. Donc, on va voir avec qui s'en sort le mieux. Sinon, les autres informations, c'est que Sinner, son tirage au sort, il est terrible puisqu'il devrait probablement affronter Djokovic, Draper et Alcaraz. Donc ça fait beaucoup quand même. Voilà, ça c'était un peu le truc before Wimbledon, les grosses informations qui m'ont un peu marqué. Mais après ces 2 jours de match, de jeu, de lancement, on a déjà donc Medvedev et Tsitsipas qui sont out, comme je l'ai dit, à cause de nos petits Français, ou bien grâce à nos petits Français, bravo à eux, encore une fois. Et surtout, il y a Rune et Berrettini qui sont out, Musetti également, donc là déjà on a mes 3 préférés qui sont out, Auger Aliassime également, Grigspor out, Cerundolo out, Popirine out, tous out. Et chez les meufs, c'est pareil. Badoza, Jabber, Pegula et Tseng. Et Tseng, c'est, à l'heure où je parle, celle qui est la dernière éliminée. Et je crois que c'est la 6e joueur, c'est la joueuse du top 10, donc ATP et WTA, qui est éliminée au premier tour de Wimbledon en 2 jours. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Donc, en même temps, ça fait plaisir parce que je me dis peut-être qu'il va y avoir un peu de suspense, mais en même temps je me dis vas-y, c'est pas drôle parce que s'il reste que Coco Gauff, Sabalenka et Carlos Alcaraz Sinner, c'est pas marrant, c'est déjà qui va gagner, quoi. Donc on verra bien, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Les autres informations, c'est que au rugby, il y a eu une finale de fou quand même. UBB contre Stade Toulousain, donc l'Union Bordeaux-Bègles, l'Union Bordeaux-Bègles contre le Stade Toulousain. Moi, je trouve ça exceptionnel comme affiche. Un match de foot arrêt malade. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. C'est fini carrément en prolongation, donc déjà, c'est super rare au rugby. Perso, j'étais pour
l'Union Bordeaux-Bègles. Enfin, j'étais pour Bordeaux parce que je suis fan de LBB, comme vous le savez maintenant. Donc, forcément, je supporte toutes ces décisions et tous ces matchs. En plus, il était blessé, le pauvre. Mais bon, franchement, bravo à eux, c'est pas démérité. Ça aurait été trop bien qu'ils fassent le doublé. Ils ont pas réussi, mais franchement, bravo au Stade Toulousain qui fait du coup une petite triplette. J'ai adoré voir cette émotion sur les yeux de Ramos. J'adore ce gars. Et j'ai dit Ramos parce que je suis une meuf du Sud. T'as capté. Sinon, les autres infos, c'est que Paris est en quart. Paris a battu Messi. Oui, parce que Paris n'a pas battu l'Inter Miami. Paris a battu Messi. Du coup, le quart de finale se jouera ce samedi, le 5 juillet à 17h, et ça sera contre le Bayern de Munich. Je pense que là, on va pas se mentir, ça commence à se corser. On commence à rentrer dans le dur. Donc il va falloir mettre nos atouts en avant parce que c'est pas rien quand même. Voilà. Sinon, autre information foot, c'est que bien sûr, l'Euro féminin commence mercredi. Donc là, quand je vous parle, c'est déjà commencé bien sûr pour vous. Mais l'Euro féminin commence. J'adore. Absolument adorable cette petite information. La France a un groupe. Bon, elle a un groupe quoi. On va pas se mentir. C'est tendu parce qu'il y a l'Angleterre, les Pays-Bas et Pays de Galles. Et moi personnellement, je pense que c'est l'Angleterre qui va gagner cette année. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu tendu. Parce que ouais, je pense que c'est pas le plus simple. Après, Pays de Galles, c'est prenable. Pays-Bas en meuf, ça passe. Je pense que c'est prenable aussi. Donc il y a moyen qu'on aille en phase finale quand même. Est-ce qu'on ira loin? Est-ce qu'on n'ira pas loin? Ça reste à déterminer. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les matchs de la France en poule, c'est ce samedi 5 juillet à 21h. Donc après avoir regardé la victoire du PSG, on va regarder la victoire des féminines. On a ensuite le deuxième match le mercredi prochain à 21h et ensuite le dimanche 13 juillet à 21h aussi. Et là, on aura fait tous les matchs de poule. J'espère que ça va passer en phase finale parce que sinon, ça serait désastreux pour nos petites Françaises quand même. Voilà, je crois que c'est tout pour les petites news sport, tous les petits trucs que je voulais dire un peu qui m'ont intrigué cette semaine. Donc on va passer dans le vif, on va passer dans le dur. C'est parti, je vais vous foutre un tunnel. Donc je vous dis maintenant, on va mettre le jingle right now. Parce que là, il va plus y avoir de jingle pendant au moins une demi-heure, j'ai tellement de choses à dire. Oh, oh, oh. Merci le jingle. Alors, déjà, la première chose que je veux dire, c'est que le plot est assez simple. Pour ceux qui ne savent pas quel est le film, de quoi il s'agit, même si vous devez savoir que c'est un film sur la F1, sur la Formule 1, puisque ça s'appelle littéralement F1 2. Le film, ou en anglais F1 2. The movie. Mais le plot est très simple. En gros, c'est un gars qui était, quand il était jeune, dans les années 90, il a réussi à atteindre la Formule 1. Il a eu un siège pour faire partie des pilotes qui conduisent de la Formule 1. Mais il a eu un accident. Et du coup, il a perdu sa place. Et il n'a plus jamais eu l'occasion de faire de la Formule 1. Donc, il s'est écarté de ce monde et il conduit encore. Et l'un de ses anciens potes lui dit 30 ans plus tard, en 2024, 2025, écoute, j'ai une écurie. C'est la merde. Il faut absolument que tu nous aides à gagner une putain de course. Sinon, l'écurie est morte. Sinon, je perds l'écurie. Sinon, c'est... Voilà. Donc là, vous voyez bien sûr que le plot est assez simple. Puisque, il va y avoir de la rivalité entre lui, le personnage principal joué par Brad Pitt, et son coéquipier, qui est lui un rookie dans sa première année, ou dans sa première ou sa deuxième année, je sais plus exactement, je crois que c'est la première. Donc il va y avoir un peu de rivalité, mais vous allez voir, je ne veux pas spoiler en même temps parce que
Voilà, mais le plot est quand même assez simple. En fait, si je vais dire totalement ce qui se passe parce que je vais pas pouvoir me retenir ensuite, vu que j'ai quand même des choses à dire. Donc, je vais pas dire maintenant Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais pas spoiler maintenant. Je m'arrête ici sur le synopsis. Mais il y a une partie où je vais devoir spoiler. Donc, pour donner mon full avis, je vais devoir spoiler. Donc, je vous ferai un trigger warning. Et dans les commentaires, je vous mettrai la partie, le temps, le timecode, là où j'arrête de spoiler et là où vous pouvez reprendre. Mais du coup, ça, c'est le premier truc. Donc, le plot est quand même assez simple. Ça, c'est un peu un truc que je reproche. Mais bon, en même temps, un film sur la F1, bah, c'était sûr que c'est ça. En fait, c'était sûr que c'était un truc comme ça, en fait. Il n'y a pas 10 000 genre, plots que tu peux faire sur un film sur la F1. Donc, bon, c'était sûr que c'était ça. Moi, j'y suis allée sans savoir ce que c'était le synopsis. Hein. Je vous dis ça, mais voilà. Moi, ce que j'ai adoré, mais ce que je kiffe de base dans ce film, depuis le début, c'est que c'est en collaboration avec la FIA. Puisque toutes les scènes pendant les courses, elles ont vraiment été tournées pendant les week-ends de course. Il y a plusieurs pilotes qui étaient conseillés. Il y a même tous les pilotes du coup de l'année dernière, vu que ça a été filmé l'année dernière et en 2023, qui apparaissent dans le film. Lewis Hamilton est producteur du film et Toto Wolff est producteur exécutif du film. Donc franchement, ça pour moi c'est le gros point fort parce que en fait ça semble beaucoup plus réel. On a vraiment l'impression d'être dans la F1 actuellement en fait. Et du coup tu regardes la F1, pas forcément fan de F1, quand tu regardes un minimum la F1, bah en fait tu te sens beaucoup plus immergé dans le monde plutôt que si ça serait que des pilotes et même des ingénieurs inconnus. Parce que du coup, non seulement il y a eu la participation de tous les pilotes, mais il y a aussi eu plein d'ingés, de team principal. D'ailleurs, je voulais faire un big up au top 3 des TP, donc des team principal, qui ont une réplique. On a Fred Vasseur, le GOAT, qui a une réplique. Mais vous savez même pas à quel point je l'ai vu se pavaner et dire à tout le monde qu'il avait une réplique et tout. Il a 2 mots. Ce petit-là. Et il dit à tout le monde que c'est un acteur d'Hollywood maintenant. Mais PTDR, mais c'est pour ça que je l'adore. Ce Fredo, je l'adore. Je le kiffe. Adorer cette performance. Zach Bryan, le représentant de McLaren, absolument exceptionnel aussi. Toto Wolff, bah rien à dire. Toto Wolff, en plus, si vous savez pas, il a fait... Du coup, bah, quand il a filmé, il était en anglais. Mais pour faire les adaptations en plusieurs langues, il a fait lui-même l'adaptation en anglais, en italien, en espagnol, et je crois en d'autres langues, mais je sais plus quoi. Parce que c'est vraiment le GOAT, quoi. Il sait parler toutes les langues, ce gars. Et ça, c'est une anecdote qui me fait grand plaisir. En tout cas, ce que je veux dire, mon point, c'est que l'implication de la fédération, des écuries, je trouve que c'est le point fort de ce film et je pense que c'est c'est ce qui fait que ça se démarque de tous les autres films de F1 ou de course automobile parce que là, t'es vraiment ancré et en fait, je trouve que ça permet aussi de genre faire un peu une espèce de témoignage de la génération F1, genre de ces années F1, parce que c'est genre un peu une legacy, genre je sais pas comment dire, mais genre ce film il va vivre après. Et du coup, quand on va voir ce film et qu'on va savoir que tous les autres pilotes sont des vrais pilotes, bah ça nous fait, je trouve que ça les fait écrire l'histoire, quoi. Genre, je sais pas comment dire, mais c'est encore sous un autre format qu'on va se souvenir de cette génération. Du coup, je trouve ça trop bien. Le troisième point, c'est que le plot, ce que j'aime bien, c'est que c'est une vision très teamwork de la F1 et pas du tout genre sport individuel. Ce qui est trop cool parce que je pense que beaucoup de fois on voit des films sur les sports automobiles ou même les sports moto en tant que sport individuel. Mais là c'était très teamwork parce que du coup le but c'était de sauver l'équipe, donc sauver l'écurie. Donc ça j'ai adoré.
Par contre, il y a un truc un peu, genre, qui m'a gratté l'esprit. C'est que, en fait, comme... Enfin, c'était très magouille. C'est très magouille. On fait des magouilles dans la course. On fait des tch-tch. On fait des... Vous voyez, on fait des bad moves. Et ça m'a trop rappelé Flavio Briatore, qui était team principal de Renault à l'époque. Mais je crois qu'il a été team principal de d'autres écuries. Mais en gros, il a été grave famous dans les années 90 jusqu'à 2009. Et ensuite, bah, il a été condamné, donc il n'avait plus le droit d'être dans le monde de la F1 parce que justement, il avait triché en faisant ce genre de magouille. Genre, il disait à ses pilotes de créer des accidents pour favoriser son autre pilote ou des choses comme ça. Et du coup, ce film, c'était un peu ça. Et donc, en même temps, je trouve ça très bizarre parce que les courses, genre, le film, il se passe à notre époque et de nos jours, c'est quelque chose qui ne se fait plus parce que c'est tellement étudié par la fédération, ce genre de cas, que c'est tout de suite amendé et tout de suite arrêté. Donc, en fait, c'est plus possible d'en faire. Mais en même temps, c'est cohérent parce que le perso principal qui est joué par Brad Pitt est celui qui fait beaucoup les magouilles. Eh ben, il était genre pilote dans les années 90, donc en fait c'est le prime de ce genre de pratique. Donc en fait ça a du sens, mais je trouve que c'est très bizarre quand on regarde de la F1 parce que du coup tu te dis mais en fait à quel moment ils font ça, genre ça n'arrive pas. Mais il y a eu un monde dans la F1 où ça arrivait vraiment premier d'œil. Donc voilà. Sinon là j'avoue, je crois que on arrive à... J'ai 2 points où je vais être obligée de spoiler. Le premier point, c'est la vision de Lewis Hamilton. Parce que, en fait, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment sa patte où il a dit on va foutre un rookie qui est Renoir, on va foutre des ingénieurs Renoir, on va mettre des ingénieurs femmes. Et ça, c'est trop bien. Parce que je pense que ça correspond un peu à genre son écurie utopique qui correspond à sa vision et du coup, genre, il a grave fait en sorte qu'il y ait une mixité, une inclusivité dans cet univers. Mais en même temps, c'était hyper partiel parce que, en gros, il y a 3 personnages noirs dans l'écurie. Il y a le personnage secondaire. Donc ça, c'est en vrai hyper bien parce qu'il est quand même très présent et il fait vraiment partie de l'histoire. Il y a un ingénieur qu'on voit pas trop. Et le troisième pilote de l'écurie, donc le pilote de réserve, qu'on voit une scène, genre. Donc en fait, oui, il y en a, mais en même temps, c'est limité. Et pour les femmes, c'est pareil. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu saoulée, c'est que j'avoue, on avait grave vendu le... Enfin, on n'a pas vendu le film comme ça, mais l'un des arguments du film, enfin, l'une des choses qui a été présentée sur ce film, c'est que il y a une femme qui joue la première femme, genre, directrice ingénieure, quoi. Et d'une écurie. Et c'est exceptionnel parce que je crois qu'il n'y a que cette année où c'est le cas. Je crois que, ou bien c'est même pas le cas parce que je crois que c'est une ingénieure de pilote. Je crois que c'est l'ingénieure de pilote de Ocon. Mais je crois pas que ce soit la directrice ingénieure. Donc, je crois que ça n'arrive pas. Et du coup, ils ont grave dit, bah voilà, dans notre film, la directrice ingénieure, c'est une femme. Mais en fait, ce qui me dérange, et donc là, il va y avoir le spoil, c'est que elle sort avec Brad Pitt. Ils la font sortir avec le pilote. Et je trouve que du coup, c'est contre-productif. Parce qu'en fait, le but, c'est de montrer que genre... Enfin, moi, ça m'a saoulée. C'est pas que genre... Du coup, tout son travail, il est discrédité et tout parce qu'elle sort avec le pilote. Non, pas du tout. Mais c'est juste que c'est chiant parce qu'en fait, ça entretient l'idée que dès qu'il va y avoir une ingénieure pilote, elle va sortir... Enfin, une ingénieure, elle va sortir avec le pilote. Genre... En fait, sinon, c'est bon. Et genre, ça va distraire le pilote parce qu'il va être amoureux de son ingénieur, gna gna gna. Mais c'est chiant, quoi. Et il y avait 2 autres meufs dans l'écurie. Il y en a une qui était une ingénieure et qui était présentée comme vraiment le boulet de service de l'équipe. Genre, elle met mal les roues et tout. Genre, le changement de pneus, elle le foire et tout. Et une qui a vraiment 3 scènes et une phrase par scène, quoi. Alors qu'elle est censée être hyper importante. Donc,
j'avoue que sur ça, je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser de ce truc parce que j'avoue, ça m'a un petit peu tendu qu'il y ait une histoire d'amour. J'aurais préféré que cette histoire n'arrive pas. Parce qu'en fait, c'est même pas genre relevant pour le film. Et du coup, j'aurais préféré qu'il soit juste genre proche et fusionnel. Enfin, genre qu'ils aient une relation fusionnelle de pilote et d'ingénieur. Et du coup, ça m'a. Et bah, du coup, ça m'arrive à la fin. À la fin, bah, du coup, il réussit à gagner la dernière course. Après, je peux vous dire que ça, c'est sans doute un spoil, mais c'est pas du full spoil. Genre, je vais pas non plus. Je suis pas en train de. Enfin, le truc mieux à savoir, c'est de savoir comment ils ont fait. Parce que je pense que tout le monde s'en doute quand tu regardes le film qu'ils vont réussir à gagner la dernière course. Mais du coup, lui, il décide de revenir à sa vie d'avant et qui continue de ses aventures, garder sa vision et sa passion pour le pilotage, pour la voiture, etc. Qu'on apprend et qu'on comprend dans le film. Et en fait, du coup, ça, je suis contente qu'il continue. Mais en même temps, il aurait été tellement doué en tant que stratégiste. J'aurais tellement kiffé qu'il intègre du coup l'écurie l'année d'après en tant que stratégiste. Du coup, je sais pas, je suis un peu voilà. C'est fini pour la partie spoil, trigger warning. Mais du coup, il y a un peu autre chose que je voulais parler. C'est la musique et le marketing. Parce que donc le marketing était ouf. Il y a eu des reveals pendant les courses, genre les reveals des musiques, les reveals de l'album. Il y a eu une avant-première spéciale pour tous les pilotes. Il y a eu une avant-première à New York avec toute la grille et tous les pilotes. Les pubs, genre avant le film au cinéma, c'est que des trucs de F1. Genre soit les pubs, c'est genre des trucs de course. Enfin, c'est des trucs qui ils ont fait une pub spécifique pour ce film. Soit c'est des marques qui sont sponsorisées par qui sponsorisent des pilotes. Et du coup, bah, il y a les pilotes dans la pub. Donc franchement, c'était crazy ce marketing. Et surtout, je voulais dire la musique, un gros casse pour l'album. J'en ai déjà parlé, évoqué dans un précédent podcast, mais franchement, ils ont ramené grave des gens de ouf. Et les musiques, je trouve qu'elles vont tellement bien sur les scènes de course. Genre, en fait, toutes les musiques, tu les écoutes dans l'album. Pour moi, ça se voit que. Genre, ça. Et que tu sais que c'est pour ce film, ça correspond de ouf. Genre, tu te vois conduire. Genre, c'est des musiques pour conduire vite. Donc, ça, j'adore. Mais par contre, j'ai trouvé que certaines musiques, elles étaient mal exploitées dans le film. Genre, la musique de Take My Cray et la musique de. Merde, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais rapidement sur Spotify. Mais ces deux musiques, eh ben, elles auraient mérité d'être utilisées pendant des courses et elles ont été utilisées en boîte. Et du coup, elles ont été utilisées que partiellement. Et moi, j'avoue, ça m'a frustrée parce que quand je les ai écoutées avant de voir le film, parce que du coup, ces deux chansons, elles étaient sorties avant, et ben, c'est la musique de Rosé, qui s'appelle Messi, l'autre. Voilà. Ces deux musiques, celle de Tate McRae et de Rosé, elles sont sorties avant l'album et avant le film. Et du coup, je les avais écoutées. Et moi, dans ma tête, c'était grave des musiques où, genre, ça allait être à l'entraînement, quoi. Genre, pour moi, c'était des musiques d'entraînement. Genre, où je le vois s'entraîner et il réussit. Des fois, il réussit pas et tout. Et du coup, j'étais un peu deg que ça soit utilisé comme ça, bizarrement. Donc voilà. En tout cas, les gars, c'est la fin de ma review. Mais ce n'est pas la fin de ce podcast parce que j'ai quelques petites choses à vous dire quand même d'autres. Peut-être qu'on va faire une petite pause jingle quand même. Whoa, oh, oh. Bon, concernant les musiques, j'ai pas de sortie extraordinaire de prévu. J'avoue, j'ai rien noté. Je sais pas du tout ce qui sort demain. J'ai pas non plus vraiment de reco parce que j'ai écouté les mêmes musiques en boucle. Mais du coup, ça m'amène à vous dire que cette année, bon, l'année dernière, déjà, j'avais créé une playlist de 2024 où j'ajoutais une musique par jour
une musique différente par jour. Donc j'avais une playlist de 365 jours et de 365 musiques, mais c'était trop cool. Mais en même temps, elle servait à rien parce que, genre, du coup, c'est super long cette playlist. Et je me suis dit, en plus, c'est dur à faire, c'est vraiment très dur à faire. Et je me suis dit, pour 2025, je veux quand même avoir un truc qui capsule mon année assez bien. Et en fait, sur Spotify ordinateur, on peut voir ton top 5, ou même genre ton top 10 peut-être, des musiques écoutées dans les 30 derniers jours. Et donc, à la fin de chaque mois, je regarde mon top 3 et je le mets dans une playlist qui s'appelle 2025. Et donc, comme ça, dans cette playlist, je vais avoir mon top 3 de tous les 12 mois de 2025. Et au mois de juin, mon top 3, c'était A-Lister, Total Eclipse of the Heart et Rain Me In. Ces trois musiques, je vous en ai parlé dans le podcast et franchement, je les recommande parce que moi, c'est vraiment mes meilleures musiques de tous les temps. Genre, peut-être pas de tous les temps, mais franchement, ces musiques, je pense qu'elles vont facilement être dans mon top 5 de l'année. Je m'avance peut-être un peu vite, j'avoue, parce qu'on est qu'au mois de juin. Mais franchement, je les adore et je trouve que c'est des super musiques d'été. Genre là, vraiment, j'ai. En vrai, non, Total Eclipse of the Heart, c'est juste que j'ai envie de crier en fait. Mais bon, voilà. En tout cas, je voulais aussi vous parler d'une autre musique qui n'est pas celle-ci, mais que j'ai adorée et qui est sortie au mois de juin. Et cette musique, c'est une musique de Girl in Red. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'adore, cette meuf. C'est une Suédoise qui chante en anglais. Et elle fait des musiques très mélancoliques. Moi, je l'associe à l'automne parce qu'elle a une chanson qui s'appelle We Fell in Love in October. Et depuis ça, je l'ai toujours associée à l'automne. Mais du coup, elle a une musique qui s'appelle Hemingway qu'elle a sortie cette année. Et en fait, elle n'a pas sorti de musique depuis assez longtemps parce que quand elle est partie en tournée, elle est un peu tombée malheureusement dans les problèmes du business avec les drogues et surtout l'alcool, je crois. En fait, les deux, d'où le mauvais mix. Et en fait, je voulais vous parler de cette petite musique parce que dans cette phrase, enfin dans cette chanson, elle dit une phrase: God damn baby, you drink like Hemingway, but your writing's no good and your songs all sound the same. Et cette phrase, pour moi, elle est insane parce que, bon, du coup, pour la traduction, ça veut dire que elle boit comme Hemingway, l'écrivain, vous avez la ref, mais que son écriture est nulle et que ses musiques se ressemblent toutes. Donc déjà, je trouve que juste, il y a le parallèle de Hemingway, ce gars, il est connu parce qu'il était alcoolique et genre, il écrivait des dingueries alors qu'il était drogué en fait. Et du coup, je trouve que, ça dénonce, genre la phrase est trop cool parce que ça veut dire qu'elle fait comme lui mais elle n'arrive pas à faire comme lui, vraiment à avoir les mêmes résultats. Et du coup c'est une belle manière de parler, genre de parler de manière sensible du cliché de l'artiste qui est toujours torturé et toujours drogué, mais en le contradisant parce que elle montre que ces drogues ne la libèrent pas artistiquement. Mais surtout, moi, cette phrase que j'adore, en vrai j'ai l'impression que c'est hyper relatable. Parce que peut-être qu'on ne s'associe pas forcément avec les problèmes d'alcool ou les problèmes de drogue, mais je pense qu'on peut tous s'identifier. Moi, je m'identifie un peu à ça, mais je m'identifie aussi surtout au plus large, enfin plus largement, genre au fait que des fois tu t'attaches à quelque chose, t'es addict à quelque chose, à quelqu'un qui est pas bon pour toi, et tu veux t'exprimer sur le sujet, tu veux en parler, mais t'arrives pas à trouver les mots. En tout cas, t'arrives pas à trouver les mots justes qui font que les gens te comprennent et arrivent à comprendre, genre, justement, ce qui te torture. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu te répètes en boucle et tu dis tout le temps la même chose, mais personne ne te comprend. Pour moi, c'est ce qu'elle veut dire cette phrase. Et en vrai, c'est hyper marrant parce que du coup, ça dit grave que des fois, tu veux dire des choses, mais t'arrives pas à exprimer ta pensée pour te faire comprendre. Et du coup, en fait, cette phrase, pour moi, elle exprime ma pensée sur le fait que je n'arrive pas à exprimer ma pensée. Du coup, c'est genre Inception. Et donc, voilà, vraiment cette phrase, elle me fait quelque chose. Et cette musique, elle est vraiment bien. Pour le coup, la prod, elle est magique. Et, et je l'adore cette musique. C'est vraiment ma vibe. J'adore Girl in Red. Peut-être que ça a dit beaucoup de choses sur moi d'aimer Girl in Red, mais if you know, you know.
voilà, c'est tout. Et je pense que je vais vous quitter sur ça, les bros. J'espère que ça vous va. C'est un peu plus long que la semaine dernière, mais j'avoue, je fais que des épisodes courts. Et pourtant, celui-là, il était structuré parce que j'avais vraiment des choses à dire. Je sais pas. On verra. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.